donc Bettina Lavis sur notamment développement durable et pays du Sud, parce que c'est quand même une question importante et qui ressurgit à chaque grande conférence d'ailleurs sur le changement climatique. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais être rapide. Premièrement, la conférence de Rio, on ne le sait pas assez, a failli ne jamais avoir lieu. Très exactement en septembre 91. Vous savez, dans une conférence, il y a des conférences préparatoires. Et à la troisième conférence préparatoire, les pays du Sud, qu'on appelle à l'ONU le groupe des 77, bien qu'il soit maintenant 122, nous ont dit, à nous, Européens, ça suffit. Ça suffit, vous êtes dans le prolongement de la conférence de Stockholm et vous ne parlez que d'environnement. Nous avons besoin de nous développer et nous quittons la table. Il a fallu que tout le monde se rassemble, et en particulier le président de la République française, en décembre 91, invite l'ensemble des ONG pour qu'on puisse rattraper un petit peu le fil. Et finalement, c'est pour ça que toute la partie en développement est assez importante dans la conférence de Rio. Alors, je dis ça non pas pour reparler d'histoire, mais parce que je crois qu'il faut toujours avoir cette anecdote à l'esprit et qu'on doit toujours décliner environnement et développement. Et que pour la Méditerranée, vous êtes tunisien, donc vous êtes un Méditerranéen, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que d'abord, il y a une vraie préoccupation de développement durable. Il y a quand même des ONG qui s'en occupent. On nous demande de plus en plus de missions d'intervention dans tous ces pays pour éduquer au développement durable. Comment ça s'appelle là, le projet Méditerranée du président de la République là, bon, enfin, oui, l'Union, voilà, l'Union pour la Méditerranée a tout un programme de développement durable très important, et la conférence des ministres qui va se tenir dans un mois là-dessus va être consacrée au développement durable. Il y a une vraie demande. Deuxièmement, vous me dites la Tunisie, comme beaucoup d'autres pays, et beaucoup encore plus en Afrique noire, sont la poubelle de l'Occident. Un, c'est vrai. Deux, c'est illégal. Et donc, c'est ce que dit Jean-Marie. Si le libéralisme ambiant le permet, sachez qu'il y a des conventions internationales. Après tout, mon premier métier, avant de parler dans les colloques, c'est d'être juriste. Et donc, c'est illégal. Il y a plusieurs conventions qui interdisent les transports, d'une part les transports de matières dangereuses ou nocives, deuxièmement qui ont un cadre juridique extrêmement sévère là-dessus. Si le pays l'accepte pour un profit économique important, il le fait si c'est béni par les dirigeants dans l'illégalité, et si c'est le secteur privé qui l'accepte, qu'il sache que c'est illégal par rapport aux règles internationales. Si les règles nationales permettent cela, parce que par exemple dans énormément de pays, vous n'avez pas de code de l'environnement. Moi, de temps en temps, je voyage pour faire à un pays le code de l'environnement. Bon. Si ces pays-là n'ont pas de code d'environnement, il faut en faire. C'est pour ça que j'ai marqué dans votre journal, en plus, voter. Bon. Voilà, dans tous les pays. Parce qu'il y a tout un débat. Est-ce que la démocratie, c'est faite pour l'Afrique? Moi, je me fous complètement qu'on appelle la légalité la démocratie ou d'un autre nom à cause de l'histoire spécifique africaine. Mais la légalité, c'est-à-dire le respect des codes, c'est-à-dire le respect de la hiérarchie, loi internationale, à partir du moment où le pays, et c'est le cas de la Tunisie, a participé à cette loi internationale. D'une part, respect des codes nationaux et troisièmement, respect des codes locaux. Ça s'appelle la démocratie à partir du moment où ils sont imposés ils sont imposés par une souveraineté nationale, quel que soit d'ailleurs le choix de cette souveraineté, des moyens de cette souveraineté nationale. Donc voilà, donc c'est illégal. 3, ou je ne sais plus si c'est 3 ou 4, peu importe. Évidemment, ça existe encore beaucoup. Évidemment, c'est un immense problème. Et je pense quand même que là, ça avance, vous voyez. Ça avance moins dans d'autres pays que les vôtres.
parce qu'il y a quand même un développement économique au Maghreb tout à fait considérable. Dans d'autres pays, ça existe moins. Je ne sais pas pourquoi je fais hurler de rire Gilles. Il me dira pourquoi. Moi, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a particulièrement marqué dans nos reportages. C'est l'histoire d'Elena en Sibérie. Et Elena, c'est une petite bout de bonne femme qui fait 1,50 m et qui a mis à mal une multinationale. Parce qu'elle s'est battue pour que... elle est environnementaliste, elle est très formée dans son métier, donc je pense qu'il faut être très formé, très professionnel, très performant pour se battre contre toutes ces injustices, contre la dignité humaine. Et elle s'est battue parce que le tout pétrole, la logique du tout pétrole et donc du libéralisme qui va avec, c'était que les pipelines passent au bord du lac Baïkal. Et ce petit bout de bonne femme d'1,50 m, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi, dans un pays où quand les gens gênent, on peut les faire disparaître en les coulant dans du béton, comme ça se voit régulièrement. Elle n'a pas eu peur de ça. Et elle a réussi à mobiliser l'opinion internationale avec des leviers de contournement du local pour faire en sorte d'alerter et d'obliger la multinationale du pétrole à prendre en compte que c'est une zone, que le Baïkal, c'est 8% des réserves d'eau douce de la planète, que c'est une zone hautement sismique et que le libéralisme ne peut pas être le choix final. Et à travers cette histoire, je pense qu'il y a une réponse à plusieurs des questions qui ont été évoquées, puisque personnellement, je m'insurge contre l'idée de l'idéologie versus le spirituel. Je pense que le XXe siècle a prouvé la mort de l'idéologie. Pourquoi? Parce que l'idéologie, c'est l'arrogance de l'homme qui pense que seul il peut tout résoudre. Et les systèmes idéologiques témoignent de cela. Et je pense que le spirituel, il démarre au-delà de la foi et au-delà de ce à quoi on croit, il démarre dans la relation d'alliance et d'amitié à l'autre. Et je pense que la première marche du spirituel, et la personne fragilisée dont je vous parlais tout à l'heure, handicapée, âgée ou autre, nous invite au spirituel parce qu'elle nous invite à nous arrêter pour rentrer dans cette relation d'amitié. Et quand on rentre dans la relation d'amitié, ce que vit l'autre ne peut plus nous être indifférent. Et on ouvre au développement durable. Et dernier point, je voudrais vous livrer peut-être un mode d'emploi que m'ont livré ces 21 personnes, ou plusieurs d'entre elles, sur différents continents. J'ai cherché toujours à comprendre comment ont-ils fait pour oser dépasser leur peur, ouvrir ce premier pas. Et comme chacune de nos 21 histoires, ça avait eu des impacts sur des centaines ou des millions de personnes, centaines de milliers ou des millions de personnes, je dis mais c'est incroyable cette espèce de cataclysme qu'ils ont déclenché sans même oser y croire au début. Et en fait, ils m'ont livré un mode d'emploi qui fonctionne, je pense, pour chacun d'entre nous et pour nos enfants. C'était de dire, et je pense que c'est la réponse la bonne équation de la croissance, un court terme versus long terme, c'était de dire finalement, j'ai commencé à donner du sens à ma vie et à construire ma vie d'homme ou de femme responsable le jour où j'ai fait un peu un coup d'hélicoptère en me disant les choix que je vais faire, ce sont les choix que je serai heureux d'avoir fait le dernier jour de ma vie. Et voyez-vous, quand on prend la vie jour après jour, on a tellement de contraintes que quand on a besoin de la voiture, on ne va pas aller prendre le RER. Parce qu'on est pressé, parce qu'on est stressé, parce que ceci, parce que cela. Et que le week-end scout, il faut démarrer plus tôt et autres, par exemple. Par contre, quand on se dit quels sont les choix que je serais heureux d'avoir fait le dernier jour de ma vie, le premier qui reste, c'est l'amitié. C'est ce qui donne profondément sens. Et de ça se décline toute la responsabilité que je prends quand je rentre dans une relation d'alliance et d'amitié avec les autres. Alors, vous voulez ajouter un mot, mais on ne va pas tenir, à mon avis, les réponses concrètes aux 5 questions. Ma copine Corinne Lepage, il y a 3 ans, avait écrit une carte de vœux où il y avait « Sois tranquille, David. Goliath est en fait le plus faible, il te suffit d'attendre. »